Mes chers compatriotes, bonjour. Nous allons commencer notre direct qui était prévu à 13 heures. Donc, alertez tout le monde, partagez le direct. Partagez pour que nous puissions commencer à traiter le temps de la sensibilisation à l'Ouest. Nous avons des retours. Nous avons la conviction que les gens de l'Ouest ont pris conscience ou prennent conscience petit à petit du problème dans lequel nous sommes tous confrontés. La sensibilisation qui amène au changement n'est pas une chose facile. Nous comprenons tous les enjeux, les habitudes et bien sûr la nécessité de prendre son courage et de dire les choses telles qu'elles doivent être dites. L'Ouest est tellement important pour nous, mais nous n'allons pas passer tout notre séjour à parler seulement de l'Ouest. Nous mesurons les forces qui permettent au régime de se maintenir. Nous regardons aussi tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime. Nous regardons ceux qui veulent le changement et nous essayons de faire la différence parce que notre changement doit être une volonté de tous, pas au profit d'un individu, mais au profit de la nation qui, elle, a besoin de vivre mieux que la vie qu'elle a dû subir pendant tout le régime. La région de l'Ouest est tellement importante pour nous parce qu'elle est en quelque sorte la clé du changement au niveau du RDPC. Quand nous regardons bien, quand nous prenons les distances, quand nous mesurons les forces politiques, les influences politiques, parce que la politique, c'est une question d'influence, nous voyons tellement de foyers impliqués avec le pouvoir, ce qui fait que nous constatons aussi la difficulté qu'il y a et qu'il y aura à convaincre tous ces foyers que nous avons repérés. Nous ne pouvons pas tous les citer. Nous avons de grandes familles à l'Ouest qui sont avec ce gouvernement, avec ce pouvoir depuis le début. Depuis le début. D'autres qui ont même changé de régime, c'est-à-dire qui étaient là pendant le régime d'avant et qui ont réussi à survivre sous ce régime et qui en ont profité. Le Cameroun, si on va en faire une nation, ne peut pas se résumer à être une histoire de famille. Et tel que nous voyons l'évolution de la vie, ceux qui sont riches aujourd'hui ne seront pas forcément ceux qui seront riches dans 30 ans. Donc, les choses sont amenées à bouger dans tous les sens. Nous devons tirer les conclusions et les leçons de ce qui nous a amenés, ce qui nous a conduit à arriver dans la situation vraiment très très critiquable de notre pays dans tous les domaines de la vie normale. Si nous allons de manière individuelle à se demander ceux qui sont sous l'influence de la famille Fotso,
qui dépend du régime, ceux qui sont sous l'influence de la famille Kadi, qui dépend du régime, ceux qui sont sous l'influence des Tawamba, de Niadi Fendi, de Ngushinge, de Ketia Cortés, de tous ces gens qui sont tellement accrochés au régime, on se rend compte qu'il reste même très peu d'espace pour ceux qui doivent mener le combat de la sensibilisation, parce que le travail est même véritablement plus dur à l'Ouest. Mais nous faisons confiance au génie des hommes de l'Ouest, parce que nous voyons aussi une partie de la population qui vit en profondeur ou aux alentours de ces grandes familles qui règnent et qui ne profitent pas. Donc le résultat est presque le même partout, et nous comprenons aussi que l'influence de ceux qui ont la main mise sur le pouvoir, ceux qui ont intérêt à faire perdurer le pouvoir, cette influence peut même affecter ceux qui veulent le changement. Donc la situation est vraiment plus que compliquée à l'Ouest, et nous espérons qu'au fur et à mesure que la sensibilisation va évoluer, que ceux qui ont le courage dans cette région de dire qu'ils veulent le changement arrivent à convaincre ou à ramener le maximum de personnes à rejoindre le changement. Le changement, c'est l'intérêt de tous, tout simplement. Réfléchir à une société qui permette à ses enfants de mieux s'épanouir que dans la situation complètement, je ne sais même pas comment on peut utiliser le terme, injuste, qui fait que les enfants du Cameroun, les jeunes Camerounais, ont plus envie de partir que de rester. Notre part dans la sensibilisation est de faire comprendre à tous les Camerounais que nous sommes dans un système où nous avons désigné un personnage qui est M. Paul Biya, qui est certes un homme originaire de mon département natal. C'est de là-bas que je suis parti. Et d'ailleurs, je profite même de l'occasion que je suis à l'Ouest pour dire très sérieusement certains retours que j'ai du Sud, parce que nous comptons déjà commencer à tourner la page. Mais les gens du Sud me disent quelque chose à ne pas négliger, que je devrais adresser à tous les Camerounais et notamment à tous les chefs traditionnels du Cameroun. Dans le dialogue, nous, on vous a toujours dit que nous avons pas donné les pouvoirs à Paul Biya et que nous avons soutenu Paul Biya, et une partie de la population, celle qui est toujours accrochée à certains privilèges, veut toujours soutenir. Or, nous disons que nous ne sommes plus à même de soutenir parce que le risque est trop grand. Le risque est trop grand par rapport à la demande que nous faisons au président de préparer une succession, d'organiser des élections libres et consensuelles. Nous croyons que c'est la meilleure voie. Hein. Beaucoup de gens ont peur du changement. Or, vaut mieux anticiper sur la peur que de subir la peur. Nous croyons que c'est en prenant les choses, c'est en ne pas, c'est-à-dire si on n'engage pas le nom de Paul Biya en 2025, nous prenons l'initiative de régler les problèmes que la peur peut susciter si le président de la République se retrouve à être candidat et à avoir le destin que ceux qui profitent du régime veulent l'assigner. Nous ne croyons pas bien que le président de la République aille mourir au pouvoir parce que il restera après lui le déluge, comme c'est le cas dans la plupart des pays où on a les mêmes configurations. Donc, nous qui sommes du dialogue, nous disons que même malgré les sorties, malgré l'énergie que le président veut montrer, nous disons que le président est fatigué et que partir pour un autre mandat serait mettre toute une génération de personnes en grand danger, alors que nous avons déjà perdu beaucoup de choses pour répondre à Madame la ministre qui demande ce qu'il y avait avant.
il y avait beaucoup de choses avant. Mais nous allons vous répondre pendant la sensibilisation. Parce que la question est très bonne, elle est pertinente. Euh, notre campagne de sensibilisation va s'appuyer justement sur ce qu'il y avait avant pour expliquer aux gens ce qu'on a perdu et ce qu'on attend après. Donc, nous constatons que les choses bougent, qu'il y a un vent de panique au niveau du sommet. Certains ont l'impression que non, ça ne bouge pas, le président va se représenter. Moi, je vous dis, soyons patients et que chacun croit en ce qu'il espère de mieux pour le Cameroun. Nous autres, nous sommes convaincus que le président de la République ne sera pas candidat en 2025. Nous ne savons pas ce qui nous motive. Nous partons sur l'état du pays, nous regardons l'homme et nous imaginons que les Camerounais ne sont pas aussi naïfs que ça pour se lancer dans une aventure qui, malheureusement, n'a pas une issue certaine. C'est dans ce cadre-là que nous restons en nous disant que, quand même, on n'est pas si aventureux que ça de jouer avec les populations et les institutions de notre pays pour arriver à un résultat dont on risque de ne pas maîtriser. C'est la raison pour laquelle nous restons sur le point le plus critique en disant qu'il ne faut pas que Paul Biya soit candidat en 2025, en dépit de ceux qui, par peur de changement, se disent qu'en laissant couler la chose, le changement ne va pas arriver, il finira par arriver. Et là, on sera face à la surprise. Or, si on anticipe, on peut maîtriser la surprise et maîtriser la peur. Personne ne sait quelle peut être la réaction de M. Paul Biya, mort ou bien mort étant au pouvoir, ce qui peut arriver derrière lui, vu l'état actuel de la Constitution. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui croient en ces choses où on disait non, les Camerounais ont donné le pouvoir au président, le président est devenu un homme très puissant. Bon, nous on dit d'abord, on dit aussi en tant que Boulou que le jour où Paul Biya meurt, tous les chefs du Cameroun, vous qui avez donné vos pouvoirs à Paul Biya, il va falloir venir les récupérer dans le Djai-Lobo. Parce qu'il ne faut pas nous laisser dans le Djai-Lobo avec les pouvoirs de toutes les régions que vous avez donnés à un homme pour qu'il vienne traumatiser nos enfants après. Donc, il va falloir venir reprendre vos pouvoirs. Si vous pouvez même les reprendre avant, maintenant, pour que le changement nous soit facile. Hein? Parce que nous avons l'impression que ceux qui ont donné le pouvoir au président n'ont même plus le courage de le regarder en face. Là, je m'adresse au chef traditionnel. Vous avez donné le pouvoir à Paul Biya. Hein? Au moment où il est entré, c'est devenu une légende que Paul Biya est devenu l'homme qui a le plus de pouvoir au Cameroun. Nous, on vous dit, venez reprendre vos pouvoirs tant qu'il est temps. Parce que nous, on ne veut pas que Paul Biya meure avec les pouvoirs là. On ne sait pas comment ça va finir dans notre département. Venez prendre ça, vous rentrez avec chez vous. Les Douala ont donné quoi les gens de l'Ouest ont donné quoi les gens du Nord ont donné quoi. Venez récupérer vos pouvoirs. Ça fait partie du changement. Peut-être que vous avez peur de ce pouvoir, mais personne ne vous a obligé à donner le pouvoir. Hein. Donc, comme vous avez donné, commencez à récupérer vos pouvoirs pour que nous, on puisse parler au peuple, parce que quand on a envoyé Paul Biya, on ne lui a pas donné tous les pouvoirs que vous, les autres Camerounais, vous lui avez donnés, à tel point que vous n'arrivez même plus à parler à Paul Biya. Donc, ça peut être anodin, mais nous sommes africains. Commencez à réfléchir, faites déjà des rituels d'initiation de retrait du pouvoir, parce que le changement, c'est en 2025. Même vos pouvoirs que vous avez donnés là, prenez-les. Nous, on ne veut plus ça dans le Djai-Lobo. Hein? Nous sommes des Africains. Vous avez donné, vous l'avez fait entrer dans l'eau. Vous l'avez fait monter au ciel. Vous l'avez fait asseoir sur des chaises. Prenez aussi vos pouvoirs. C'est important pour que nous, on puisse continuer. Que les populations puissent regarder M. Biya en face et lui dire que non, en 2025, papa, nous, on n'est plus près de te suivre. Mais ça, ce sont les chefs traditionnels. Vous êtes complices du malheur de vos populations. Si vous avez donné à un homme des super pouvoirs, que vous-même, vous n'êtes même plus capable de contrôler aujourd'hui,
ça devient un problème. Est-ce que le prochain, vous allez lui donner quoi? Ou bien tous vos pouvoirs s'arrêtent sur Paul Biya? Nous, dans le Sud, nous, on dit que nous, on ne veut plus. Et comme on ne veut plus Paul Biya, que vous l'avez rendu super puissant, prenez aussi vos pouvoirs tant qu'il est temps. Sauf si vous avez un autre intérêt. Il va falloir nous expliquer. Hein? Il va falloir nous expliquer. On ne veut pas hériter de vos pouvoirs. Nous, on a envoyé Paul Biya. Il est parti, il n'avait que la bénédiction de son père et à la limite, le soutien d'une fratrie, d'une tribu, d'un peuple. Bref, on a donné tout ça. Mais vos pouvoirs que vous avez donnés là, maintenant qu'on parle de changement, vous pensez à quoi de vos pouvoirs là? Parce que ça peut être les pouvoirs là qui font que nous, dans le Sud, nous, on dit que Famundongo a le bord. Le bord, c'est chez nous. Et nous, on a décidé de détruire le bord là parce que on sait que c'est comme ça qu'il maintient les jeunes dans la pauvreté, dans des faux métiers. Donc, nous, on a une solution pour Famundongo. Mais on n'aura pas les solutions que les gens de l'Ouest ont données à Paul Biya, que les gens du Nord ont donné à Paul Biya, que les gens du littoral, que les gens de partout. Reprenez vos choses. Ne venez pas laisser ça en jachère dans le Sud. Parce que nous, on ne veut pas ça. On a nos choses. Donc, ça peut paraître comme une boutade, mais sur ce point-là, on est aussi sérieux. Nous, on ne veut pas, on ne sait pas maîtriser le Mama Water. On ne sait pas maîtriser ou le Famla, ou les choses. Nous, on ne sait pas maîtriser ça. Donc, venez, il faut commencer à récupérer ça avant même que les changements n'arrivent. Il faut commencer à récupérer ça. Ça peut nous faciliter la tâche. Vous ne pouvez pas seulement aller dans la nuit, entrer dans les rivières pour donner sans savoir comment vous allez récupérer. Peut-être que c'est ça qui vous coince. C'est ça qui empêche vos populations de s'exprimer. Donc, moi je dis les choses telles qu'on doit les dire chez nous. Nous continuons la sensibilisation. Les gens de l'Ouest, vraiment quand on regarde les zones d'influence de ceux qui profitent du pouvoir, il y a du travail à l'Ouest. Nous avons le temps d'arriver au moment des campagnes présidentielles et voir quels sont les programmes qui vont être ceux qui vont converger tous les Camerounais. Donc, au moment de choisir, moi je vous dis, et je fais partie de ceux qui croient en la surprise. Beaucoup me demandent qui je vais voter. Je vous dis, vous n'êtes pas encore sûr d'avoir vu l'homme qui sera président ou la femme qui sera président du Cameroun. On peut avoir beaucoup de surprises au moment où les campagnes sont lancées, de voir un inconnu qui nous rassemble tous. Donc, moi je reste prudent. On voit très bien que l'opposition n'a pas les moyens d'entrer dans des invectives un an ou 2 ans avant. C'est une question de moyens. Notre opposition est jeune et vit sous perfusion, en quelque sorte, du régime. Il y a des personnalités qui se détachent, mais ça ne suffit pas pour engranger un dynamisme qui fait qu'en 2024, on se mette vraiment tambour battant à parler de changement, hein, en mettant les moyens qu'il faut. Nous, on utilise cette petite voie. Facebook, on se déplace de manière virtuelle dans le pays, en se disant que ceux qui sont concernés par les zones où on estime s'arrêter, qu'ils continuent à faire le travail. Il faut continuer à sensibiliser les gens, à s'inscrire sur les listes électorales, hein, à leur parler de les méthodes qui vont faire à ce qu'on sécurise le vote. Parce que la sécurisation du vote fait partie du dilemme, hein, qu'on attend résoudre pendant cette campagne de 2025 qui s'annonce, ou avant, on ne sait pas ce qui peut se passer. Vraiment, on est dans l'inconnu absolu. Ça peut se passer avant, comme ça peut se passer en 2025. Il y en a qui disent qu'ils attendent les législatives. On sait aussi que les législatives peuvent précéder l'élection présidentielle. Les raisons ne manquent pas. Le pouvoir tient quand même une certaine forme de calendrier, même comme, en même temps, il se tient lui-même entre lui-même. Parce qu'on sait aussi que le pouvoir n'a pas complètement la liberté
de brutaliser son appareil, parce que son appareil est un gros mastodonte qui risque une implosion. Et d'ailleurs, par les propos que tiennent Madame Ketcha, on voit comment les choses commencent à bouger vers le nord, comment est-ce que les remous internes. Et c'est pour ça que nous devons monter au nord. Nous devons monter au nord, sensibiliser les populations et dénoncer ceux qui les ont maintenus dans l'état où ils sont aujourd'hui, par rapport au moment où ils prenaient fonction, où ce régime commençait. Comme ça, on peut mieux répondre à ce qu'il y avait avant. On peut mieux faire un diagnostic à ce qu'il y avait avant et voir comment, après, on pourra remédier à résoudre les problèmes pour régler tout le retard et tous les manquements qu'on a eus face à ce régime qui, malheureusement, manifeste son incompétence, que ce soit dans la communication, que ce soit même sur la mise sur pied de projets qui peuvent vraiment impacter les populations. Hein? On voit seulement la vie chère, les choses augmenter, des choses banales augmenter, et sans voir le revenu qui accompagne le pouvoir d'achat suivre de manière conséquente. Donc, c'est un pied de nez que nous fait le régime. C'est, comme on dit, un esprit de dissuasion que nous fait Madame le ministre ou Madame la ministre. Elle nous montre que, à la limite, ils peuvent se permettre de tout dire aux populations. C'est une posture politique, une posture de mépris vis-à-vis des populations. Et si les populations prennent conscience que ce sont elles qui donnent le pouvoir, les choses vont changer. Naturellement, les choses vont changer. Donc, moi, je ne reste pas là à attendre forcément que l'opposition s'organise. On souhaite tous, parce que il s'agit là d'une classe politique. La classe politique, ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir. L'opposition fait partie de la classe politique. Donc, elle a le devoir, en quelque sorte, de trouver les solutions de sa crédibilité pour démontrer qu'elle veut prendre les choses en main. Si elle n'arrive pas à régler son dysfonctionnement habituel et qu'on se retrouve face à un inconnu, moi je dis que la surprise peut venir d'un inconnu, de quelqu'un qu'on ne s'attend pas aujourd'hui. Je reste convaincu que nous sommes quand même un peuple et qu'à un moment donné, la providence existe et qu'on peut voir émerger un homme crédible ou une femme crédible qui nous propose quelque chose de simple et de cohérent. Et c'est là où tout le monde se rendra compte que le RDPC, qui se croit si fort, a des gens qui ne sont pas d'accord. Et puis, même l'opposition, si elle se disperse, elle peut très bien voir que les gens ne sont plus forcément attachés à un parti, mais quand ça ne va pas, les gens choisissent un homme qui les rassure. C'est une question de confiance. C'est une question de confiance. Donc, la région de l'Ouest, moi je vous dis franchement, nous avons mis sur pied l'état d'esprit de la sensibilisation et de la dénonciation de ce que nous avions l'intention de faire. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas ici de mettre tout le monde dans la rue. Moi, je suis venu à l'Ouest, je laisse aussi le soin à ceux qui sont de l'Ouest de s'occuper des leurs, de les dénoncer, de l'injustice dont eux-mêmes sont victimes. Et nous, on s'agrège donc à tout le monde pour dire que comme nous sommes beaucoup de victimes, nous essayerons en 2025 de changer les choses. Ceux qui ne croient pas en notre démarche peuvent très bien nous montrer la démarche la plus efficace. Mais il ne faut pas que demain ou après-demain, vu que personne ne maîtrise le lendemain, qu'on ne vienne pas dire que certains n'ont pas parlé et que tout le monde a essayé de dénoncer. Et ce qui arrive aujourd'hui, peut être l'effet de ceux qui se disent que rien n'est possible, alors que
tout est possible. C'est le peuple qui vote. C'est le peuple qui vote, jusqu'à preuve du contraire. Et quand un peuple se lève, quand un peuple prend conscience, même s'il est face à n'importe quelle adversité, le peuple prend toujours le dessus. Ça se passe comme ça partout. Il n'y a pas de raison que le Cameroun soit l'exception de la règle mondiale. Ça se passe comme ça partout. Moi, je dis à celui qui peut bien me rappeler le jour où le président de la République s'est levé un an avant les élections pour faire des signes politiques et accompagné de son épouse pour faire des signes politiques. Nous, on considère que c'est parce qu'il sent que les choses vont bouger dans le centre, le sud et l'est, qu'il est en train de se rabattre là où il y a le vrai électorat du Cameroun, c'est-à-dire le nord. Il fait des signes au nord parce qu'il veut continuer. On lui explique qu'il faut forcer à tout prix la main. C'est pour ça qu'il se lève pour donner des signes au nord. Il sait qu'au sud, ça va bouger. Au centre, ça va bouger. Et même à l'est, il le sait déjà. On ne se lève pas de son département d'origine pour dénoncer ses frères si on n'est pas mécontent, si on ne porte pas avec soi une bonne partie des personnes qui sont mécontentes. Autant il y a des mécontents à l'ouest, autant il y a des mécontents à l'est, autant il y a des mécontents au nord. Si on se met tous entre mécontents, franchement, vous croyez que c'est ceux qui sont contents qui seront plus nombreux? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, sincèrement. S'il n'y a pas un vrai projet politique que le RDPC propose dans le cadre de la cohésion, le RDPC peut se faire battre. Parce que nous ne croyons pas que le président, nous ne voulons pas, non seulement nous ne croyons pas, mais nous ne voulons pas que Paul Biya soit candidat en 2025. Nous ne croyons toujours pas. Nous ne croyons pas. On ne sait pas. Mais on sait que tout peut arriver. Nous ne croyons pas. Et nous ne voulons pas. On dit que le président est fatigué. Les enjeux du moment vont tellement vite que nous ne voulons même pas qu'il s'en occupe. On se dit, ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il a fait. Les résultats sont là. Ils ne sont pas très bons. On peut dire qu'on arrête de saigner le pays à partir de ce moment-là. Parce que les coups d'éclat de corruption, de détournement au Cameroun font que, franchement, à ce rythme-là, comment on va faire pour s'en sortir? Si on n'arrête pas, lui, il ne peut plus arrêter. Le président Paul Biya ne peut plus arrêter. Il ne peut plus arrêter. À partir du moment où le principe de la nomination fait que vous devez d'abord avoir un dossier pour qu'on vous nomme, parce que quand on vous nomme, il faut qu'on vous tienne. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. On ne peut pas vous nommer si vous n'avez pas de dossier. Ou pour exécuter ce que demande Paul Biya, vous êtes obligé d'enfreindre la loi. Ou vous faites comme tout le monde. Donc, tous les ministres, tous ceux qui sont nommés, dès qu'ils ont fait 2 ou 3 jours, c'est leur DAG qui vient leur dire comment ça se passe. Peu importe d'où ils sortent. Et une fois qu'on leur dit comment ça se passe, ils se mettent dans la machine et ils commencent à faire comme tous les autres. Donc personne ne peut arrêter cette machine. Encore moins Paul Biya. Il faut quelqu'un de nouveau qui apporte un concept nouveau, une réflexion nouvelle, un dynamisme nouveau. Et ça, moi je suis convaincu qu'il y a des Camerounais qui pensent du bien de leur pays. C'est pour ça que nous autres, on n'a pas voulu... moi je l'ai dit très franchement, je sors complètement de l'Ouest pour parler à un personnage qui avait le potentiel nécessaire pour permettre le changement sans trop d'efforts. Mais ce personnage lui-même a accepté de venir se salir à un endroit où il n'avait pas besoin. Parce que quand on parle très très franchement et sérieusement, j'ai assisté, parce que mon ami était candidat à la présidence de l'Africa Foot. Moi j'ai posé la question,
Je ne trouvais pas normal que Eto'o vienne se rabaisser à vouloir présenter euh, sa candidature à l'Africa Foot, parce que je voyais que le capital de popularité d'Eto'o pouvait permettre une meilleure transition. Même si ce n'est pas lui personnellement, parce qu'il n'avait pas les qualités, ou bien il ne s'intéressait pas à la chose politique, mais venir entrer dans quelque chose qui va plutôt créer, qui va avoir un mauvais impact sur sa popularité, est préjudiciable pour nous tous. Et c'est pour ça que je trouve que Eto'o a été trop pressé. Eto'o pouvait aider l'Africa Foot sans y être président. Mais à partir du moment où on dit ça, on se met dans une catégorie de personnes dont, comme on estime que malgré le fait que le foot ne soit pas un facteur essentiel de développement, la popularité que donne le foot peut permettre le changement. Mais dans la situation où notre Samuel se trouve, j'ai bien peur qu'il ne puisse plus être utile au changement. Parce que on risque de le broyer avant que le changement n'arrive. Il s'est mis dans une situation qui le fragilise. Et nous avons vu ça venir au départ. Parce que beaucoup de gens vivent du football et on ne croyait pas que lui aussi aurait besoin de venir regarder la vie de ces gens alors qu'il pouvait la contrôler étant plus haut que ça. En accompagnant, par exemple, quelqu'un à faire le changement. C'est vraiment, pour nous, c'est un gâchis. Le capital de popularité que Eto'o avait avant d'arriver à l'Africa Foot, il est venu le gaspiller en se mettant au niveau de ceux qui ne vivent pas avec beaucoup d'argent. Lui, il a connu la gloire, il a connu l'argent, et se rabaisser, à se retrouver en confrontation avec un président de club d'un championnat camerounais, pour Samuel Eto'o-Fils, moi je trouve que c'est dégradant. Je trouve sincèrement que c'est dégradant. Et ce capital de popularité nous est préjudiciable pour le changement. Parce qu'il aurait pu être utile. Maintenant, on ne sait pas quelle est la suite des choses. Et c'est pour ça que je vous dis que nous allons tous vers l'inconnu. Ce que nous demandons, en principe, c'est de ne pas voir notre pays sombrer dans le désordre. C'est-à-dire dans un désordre incontrôlé. C'est ça que nous demandons aux responsables, parce que le préjudice sera énorme pour les générations à venir. Comme ça se passe ailleurs, nous n'inventons rien. Nous n'inventons rien. Donc, pour la région de l'Ouest, j'estime que le message est passé. Nous nous réservons toujours le droit, hein, pendant le temps de la campagne de sensibilisation, de revenir sur des sujets, des personnalités de l'Ouest, quand cela est nécessaire. Si jamais nous nous faisons attaquer d'une manière ou d'une autre, nous avons des dossiers de personnes, je veux dire, nous avons l'âge de savoir à quel moment El Blanco a commencé. C'est-à-dire, moi j'ai connu le bar de El Blanco quand il avait ses premiers bars en Kondongo. Maintenant, il est milliardaire, il s'appelle Fauteuil, bon, il a changé. Mais je veux dire que nous avons vu tous ces personnages monter, on a vu quand on les a cooptés, et à la limite, on peut même définir de quel service travaille Tawamba, pour qui il travaille. On peut voir le gars de Dove, on déduit que bon, lui, il a telle ou telle personne qui est derrière. Quand on est dans le milieu, ça se sait. Eux-mêmes en parlent. Et le constat qu'on peut faire, c'est que ce n'est pas au bénéfice du grand nombre. Peut-être que comme on est sous protectorat français, on est dans une période colbertiste qui consiste à fabriquer des riches d'une manière ou d'une autre. Mais la meilleure façon de fabriquer les riches, c'est de partir dans un concept équitable. Ça doit être par le travail. On ne doit pas prendre des gens qui n'ont pas la qualité de gérer
et leur confier des tâches parce que c'est de l'argent qu'on fout à la poubelle. Et on en a foutu à la poubelle pendant tout ce temps. Hein? Nous, on voit des crimes économiques permanents. Permanents. C'est-à-dire, quelqu'un va soutirer, va gagner de l'argent de manière pas honnête et ne fait rien avec cet argent. Se retrouve même ruiné. À se demander à quoi sert, à quoi aura servi cet argent. Et des crimes économiques comme ça, dans tout le Cameroun, on en voit. Donc, que faire si le régime est à la limite paramétré à n'entretenir que ce genre de personnage? La seule chose qu'il y a à faire, c'est de dire à un moment donné, que nous, on arrête ça. Nous, on arrête ça, on n'est plus là. Et on le dit. Je dis à partir de chez nous, nous, on le dit. On le dit. Maintenant, si on constate que ce sont les autres qui veulent le maintien, il ne faudra pas que demain, on vienne se dire que c'est vous qui avez profité. Parce que quand on regarde les choses, à qui profite le crime? Le crime économique que vit le Cameroun, à qui profite-t-il vraiment? On peut dire que les mœurs et tout ça là, ça profite à la non-gouvernance, à la mauvaise gouvernance. Mais l'argent qui sort, il part plus dans les poches de qui? On voit bien ces gens-là. Il y en a parmi, eux, ils ont commencé à insulter Paul Biya. Ils insultaient Paul Biya. Mais à un moment donné, Paul Biya dit, viens manger. Ils ont arrêté d'insulter, ils ont commencé à le prendre pour un dieu. C'est des inconditionnels. Il y en a qui sont même partis en prison. Qui peut savoir aujourd'hui que Issa Chiroma a fait 7 ans de prison, enfermé par le régime qu'il sert aujourd'hui? Mais on constate aujourd'hui que Issa Chiroma est, quand on compte les plus grands transporteurs de marchandises au Cameroun, Issa Chiroma est parmi les 5 premiers. C'est-à-dire le nombre de camions que Issa Chiroma a sur le territoire camerounais, personne ne peut soupçonner ça. C'est un très très grand transporteur. C'est pour ça que nous devons aller au nord. C'est là-bas que les choses se passent. C'est là-bas que Mme Paul Biya envoie des pagnes pour le 8 mars. Ce n'est pas à Nangué Boko. Les gens de Nangué Boko, je ne crois pas qu'ils ont eu, les femmes de Nangué Boko, je ne crois pas qu'elles ont eu autant de pagnes. C'est pour vous montrer l'état d'esprit du pouvoir en ce moment, qui se rend compte que ceux qui leur sont très proches, c'est-à-dire le cercle le plus proche, n'est plus en phase avec le pouvoir. C'est pour ça qu'on envoie des signes très lointains en se disant que même si ceux-là ne sont pas contents, ils ne sont pas assez nombreux, vous là-bas, on vous fait signe. Le problème, c'est que la dame qui a reçu les pagnes, elle-même elle disait qu'elle ne savait pas que la première dame la connaissait. Elle a dit merci. Mais le message le plus important, c'est qu'elle ne pouvait même pas s'imaginer que la première dame pouvait penser à elle. Donc, c'est une occasion comme une autre. Et nous, on dit à cette femme-là, vraiment, il faut profiter de ce chapeau et ce pagne. Parce que vous-même, vous ne saviez pas qu'elle vous connaissait. Si elle vous connaît, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et notre campagne de sensibilisation doit monter là-bas au nord pour essayer d'expliquer à tous ces gens ce qui se passe. Et nous parlons, parce que nous sommes d'abord du Djé-Lobo, là où vient le président, nous expliquons que nous-mêmes nous souffrons déjà. Donc si nous souffrons, est-ce que c'est à vous qu'ils vont penser? Vous êtes le même, vous devenez le bétail électoral le plus important parce que nous, dans le Sud, une partie d'entre nous dit qu'elle ne va plus suivre. C'est pour ça qu'on vous fait ça. Mais est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à prendre 7 ans pour un pagne et un chapeau? Là est la question. Ou bien revoir un pays qui se réorganise dans son ensemble en sachant que à tel endroit, on va s'occuper de ceci, à tel endroit, voici les besoins de cela, qu'on ait quelque chose qui bouge.
Pas les sacs de ciment à 17 000 francs le kilo, c'est abusé. Moi, je suis convaincu que M. Nganou Djoumoussi ne sait même pas quelle est la hauteur de sa fortune, tellement elle est dispersée entre tellement de couloirs que on se demande si lui-même peut dire aujourd'hui que je pèse tant, depuis le temps qu'il est là. Si vraiment son travail, c'est aider Paul Biya, il peut dire qu'il a aidé Paul Biya de quelle manière? La manière la plus opportune, c'est laquelle? C'est avec tous les scandales qu'on voit là. C'est faire 60 km en 10 ans. C'est vraiment ça, aider Paul Biya. Alors qu'on est sur un tronçon qui fait 300 km. Non, c'est efficacité zéro. C'est efficacité zéro. Il y a trop de rétrocommission, il y a trop de chantage au développement, il y a trop de, il y a trop de surfacturation, il y a trop de choses qui entrent en jeu, qui font même que même ceux qui veulent mettre leur argent, vu que on ne met pas de l'argent juste pour mettre, on met de l'argent pour avoir une contrepartie. Donc, si derrière, c'est l'État qui doit régler la contrepartie, il faut s'assurer que ceux qui seront après ce régime vont accepter ces contrats-là. Donc, même ceux qui doivent investir aujourd'hui se posent la question que est-ce qu'avec cet excès de surfacturation, toute la gabegie dans laquelle nous sommes, est-ce que ceux qui vont arriver là ne vont pas remettre en cause les contrats que nous signons aujourd'hui? Parce que les contrats, c'est souvent sur 30 ans ou sur 40 ans. Quand nous regardons tous les problèmes qui sont devant nous, nous restons convaincus que M. Paul Biya n'est pas l'homme de la situation en 2025. Il n'empêche, tous ceux qui veulent se dire qu'ils sont là-dessus, on leur dit, vous-même, vous ne savez pas ce qui arrive. C'est pour ça que, ou vous voulez fuir ce qui arrive, mais ce qui arrive a fini par arriver. Et nous autres, nous ne voulons pas être victimes de la surprise. Nous voulons maîtriser la surprise. C'est pour ça que nous demandons d'anticiper la défragmentation qui peut arriver si jamais M. Paul Biya meurt au pouvoir et nous laisse dans la situation dans laquelle le pays se trouve, sans réponse, avec des ministres arrogants. Donc on a la conviction qu'ils n'ont fait que se servir. Comment ça peut se passer? Moi, j'ai posé une question à Nodine. Voilà Samuel Eto'o, à qui les Camerounais reprochent 2 CAN et 1 mondial. On lui fait une statue à Yaoundé. Les gars vont casser la statue. Vous qui êtes acharné sur le monument Paul Biya, vous êtes sûr que vous savez comment les gens vont se comporter vis-à-vis de ce monument? Si pour Samuel Eto'o, 2 CAN et machin, on commence à casser là. Pour 42 ans de pouvoir, les gens vont faire comment? Et ne vous dites pas que les gens vont venir d'ailleurs. Les gens qui vont se manifester étant natifs de là où le monument sera érigé. Parce que les gens ne vont pas fêter la souffrance. Les gens ne vont pas symboliser la souffrance. Ce qui les a fait souffrir, vous voulez dire que les gens vont se mettre à l'idolâtrer comme ça? Il faut pas être maso. Vous êtes dans la démesure constante. C'est-à-dire la façon dont les choses arrivent, vous ne voulez pas les comprendre. Vous voulez les mettre à la façon dont vous vous estimez avoir compris. Or, vous faites fausse route, généralement dans vos analyses. Parce que vous ne mesurez plus l'impact de votre position qui est complètement hors sol par rapport à ce que pense le Camerounais normal, le Camerounais qui vit de manière anodine, l'homme simple. Vous ne mesurez plus ce que pense l'homme simple. Donc, nous allons continuer notre sensibilisation. Peu de personnes qui vont prendre conscience de ce que nous disons
est considérable. Et nous avons des retours que certaines choses bougent. Nous voyons de là où nous sommes que nous créons de la discussion. Quand je demande aux gens du Djayelabo qu'on vous a promis des choses à Monocor l'année dernière, est-ce que ces choses ont été réalisées? Les gens ne sont pas fous. On leur a promis des choses, est-ce qu'elles sont réalisées, oui ou non? Si elles ne sont pas réalisées, ils sont libres de s'en tenir au fait qu'elles ne sont pas réalisées. Et maintenant, ils se rappellent de la réunion d'avant, de la réunion d'avant-avant, et de toutes les réunions qui se sont passées. Eux-mêmes, ils font le point. Les gens ne sont pas bêtes. Et nous, on a ces retours-là, c'est pour ça qu'on continue. Même à l'ouest, je vous dis, je ne savais pas qu'il y avait des clans à Bafoussam. Je me rends compte qu'il y a des clans à Bafoussam. On nous a rassuré qu'on allait parler aux chefs traditionnels dans les langues traditionnelles. Nous, on laisse la liberté à tous ceux qui veulent sensibiliser de sensibiliser. Mais on dit quand même que ceux qui sont achetés sont très difficiles à convaincre. Et que c'est ceux qui subissent le fait qu'ils soient achetés qu'on doit convaincre. Que n'écoutez pas n'écoutez pas le chef là, c'est un menteur. C'est un corrompu. C'est quand on dira à ceux qui subissent l'influence des chefs traditionnels qu'on va casser le verrou. Parce que dénoncer le chef, tout le monde voit. Il y en a qui se disent même que c'est même normal que les chefs prennent. Il y en a qui se disent ça. Or, si on explique à ceux-là que non, ce n'est pas normal, parce que le fait qu'ils prennent fait que des décisions sont prises qui vont contre vous, vous qui votez. Les gens vont commencer à regarder leurs chefs comme des gens bizarres. Oui, parce que ces chefs sont bizarres. De prendre de l'argent à des gens qui vont, à la limite, abandonner leur population. C'est des chefs qui sont bizarres. C'est vraiment des chefs qui sont bizarres. Mais aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où, oui, nos problèmes commencent avec nos chefferies. Pour celles qui ont la possibilité de nous défendre, on se rend compte que ce sont les chefs qui vont plutôt se mettre au service des oppresseurs. Donc, notre sensibilisation continue. Nous allons faire un arrêt dans la Damaoua. Parce que nous pensons pour un Cameroun très futuriste. Beaucoup de gens ne mesurent pas les potentiels de ce pays. C'est pour ça que ils sont encore dans un état d'esprit d'un Cameroun façonné par les colons. Or, je suis sûr que le génie est entré dans les esprits de beaucoup de Camerounais qui aimeraient rendre ce pays plus efficace, plus attractif et meilleur pour tous. Nous sommes très riches. Nous devons prendre conscience. Mais notre richesse exige qu'il y ait beaucoup de maîtrise, beaucoup d'organisation, beaucoup d'honnêteté. Et un partage des efforts. Dans tous les pays, j'explique souvent à ceux qui ne comprennent même pas l'état d'esprit de la sécurité sociale. C'est qu'un pays comme la France, on vendait des rats à Paris. Après la guerre, les Français mangeaient des rats. L'arrivée de la sécurité sociale était tout simplement la cause du fait que les gens n'ayant pas de moyens, il fallait que tout le monde cotise pour qu'on puisse soigner ceux qui sont malades, vu qu'une population ne tombe pas malade le même jour. Mais si tout le monde cotise un peu, on peut soigner ceux qui sont malades. Parce qu'un citoyen malade n'est pas utile à la société. C'est un citoyen guéri qui est utile. Donc la sécurité sociale en France
est une question de bon sens. Ce n'est pas un miracle, c'est une question de bon sens. Chez nous, on a l'impression que faire la sécurité sociale, c'est comme si on devait inventer quelque chose qui vient de très loin. Non, le principe est le même. Chacun met un peu, et on soigne ceux qui sont malades au moment où ils sont malades. Parce que le peuple ne tombe jamais malade une fois pour dire qu'on va consommer tout notre argent. Il y en a qui sont malades. Ceux-là, on doit les soigner pour qu'ils soient guéris. Parce qu'ils ne sont pas utiles quand ils sont malades. Ils coûtent cher. Donc, il faut soigner ceux qui sont malades grâce à l'effort collectif et se dire que c'est un principe qu'on doit adopter partout, surtout dans les pays qui ont des potentiels de richesse comme les nôtres. Donc, moi, je remercie beaucoup les populations de l'Ouest. Je sais qu'à l'Ouest, vraiment, il faut qu'ils trouvent le point d'ancrage qui va leur permettre de remettre cette belle région au service du changement et ne pas la laisser complètement au service de ceux qui profitent du fait que le régime leur donne des avantages pour faire semblant de dire qu'ils veulent changer, mais en vérité, ils profitent du régime. C'est ça que nous faisons. Nous voulons que les gens de l'Ouest fassent comme effort. Parce que quand on regarde la concentration de ceux qui profitent du régime, l'Ouest est un tendon d'Achille pour notre pays. Donc, je remercie les convaincus que vraiment, vous avez du travail. Nous, on est convaincus qu'on veut le changement. Mais quand on voit les foyers de pression, les foyers qui se nourrissent du régime, et quand on voit leur ampleur, parce que les gars, comme les familles comme Photo, ce n'est pas les familles d'aujourd'hui. Les familles de Kadi, ce n'est pas les familles d'aujourd'hui. On voit des jeunes là, qui commencent, on les gonfle de manière où on se dit que mais comment ils arrivent. On voit Tawamba, à Bangante. On sait que Tawamba, il n'était rien il y a cela 10 ans. Mais aujourd'hui, il va te dire que lui, il vend le pétrole. Donc, chacun est dans son couloir pour prendre sa part dans le régime. Et le régime est injuste pour la grande majorité. Donc, moi, je vous encourage à faire beaucoup de travail. Mon séjour ici n'avait pas vocation à perdurer. Ça ne sert à rien de dire que Paul Biya est mort. Si Paul Biya meurt, on est tous dans les problèmes. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça, combattre le régime. Combattre le régime, on commence par la dénonciation. Après, on convainc ceux qui ne sont pas convaincus. On permet à ceux qui ont peur de ne plus avoir peur. C'est ça, c'est le travail-là qu'on doit faire. Ce n'est pas venir dire que Paul Biya est mort, je vous dis Paul Biya est mort. Ce ne serait pas une bonne chose, sauf à vouloir que le désordre soit la règle. Et là, on se retrouve à ne pas être du bon côté, du même côté. Nous, on ne veut pas qu'il y ait le désordre. Nous, on veut que la transition se passe de manière pacifique et à la limite, si c'est par le vote, on prend le temps de sensibiliser. On doit prendre ce temps. Comme ça, le moment où les acteurs politiques seront prêts à se mettre sur le pied, sur le pied de guerre pour aller prendre le pouvoir, que chacun apporte son programme et on va choisir. C'est même pour ça qu'on dit aux gens du RDPC que ne nous faites pas croire que vous êtes si incapables que ça. Sortez un garçon là-bas, on voit. Qu'il apporte son programme, on voit, on va le juger, on va le comparer avec les autres programmes. Mais on constate que le RDPC veut finir sa vie avec Paul Biya. Ils veulent à tout prix le convaincre parce que c'est lui qui fait le consensus de l'inefficacité et du laisser-aller. Et nous, on n'est plus d'accord. Nous, on n'est plus d'accord.
Bon, moi, je continue mon petit voyage de sensibilisation. Je dis merci beaucoup à mes frères de l'Ouest. Je rassure euh, Richard, Monsieur Richard Bona, je ne manque pas de respect aux gens de l'Ouest. D'ailleurs, je serai à ton concert parce que j'apprécie beaucoup ta musique. Et bien sûr, nous encourageons tous ceux qui veulent le changement. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que vous, vous êtes convaincu d'avoir quelqu'un. Nous, on n'est pas encore convaincus, c'est notre droit. Mais nous avons une convergence d'idées qui est le changement. Et on dit, bien sûr, à ces gens qui sont de cet endroit, que vous avez l'air plus encerclés que nous. Nous, on est complètement désinhibés du régime Paul Biya. Nous, comme je vous disais, on ne lui a pas donné le pouvoir, donc il ne nous fait pas peur. C'est lui qui n'est jamais venu à Saint-Mélima. Paul Biya n'est jamais venu à Saint-Mélima. Depuis qu'il est candidat, oh, c'est à Saint-Mélima qu'on fait son acte de naissance. Il va partout au Cameroun, enfin, pour les endroits où il est allé. Vous lui avez donné les pouvoirs, vous les chefs de toutes les régions du Cameroun. Et nous, on vous dit aujourd'hui que enlevez vos pouvoirs. C'est-à-dire, le message d'aujourd'hui, c'est que vous lui avez donné des choses, on vous demande de les enlever pour que le changement nous soit facile. Parce que vous ne pouvez pas seulement savoir donner les pouvoirs, il faut aussi savoir les enlever. On constate que vous n'avez même plus le courage de pouvoir changer les décisions, ou beaucoup ne veulent même plus regarder le bon chemin. Comment? Vous êtes victime de vos propres pouvoirs. Faites quelque chose. Il faut vraiment faire quelque chose. Nous, on ne sait pas maîtriser ou le FAMLA ou le machin. Si Paul Biya vient mourir avec ça chez nous, on va faire comment avec tout ça? Entre ceux qui le mettaient dans l'eau, ceux qui mettaient dans le sac, ceux qui le faisaient disparaître, nous, on va faire comment avec tout ça? Vous pensez à nous? Vous regardez seulement les affaires. Tous ces esprits-là vont se mettre à flotter dans notre région. On fait comment avec ça? Prenez vos affaires, la partez avec chez vous. Partez avec chez vous. Ça va nous faciliter les choses. Non. Le président Paul Biya sait que nous ne sommes pas contents et que nous ne serons pas avec lui. Nous ne serons pas avec lui en 2017. Et je vous dirai à quelle date je vais m'arrêter en Ngaoundéré parce que les plateaux de la Damaoua sont très symboliques pour notre pays. Mais pour ceux qui voient le Cameroun dans la 4e ou la 5e République, pour l'instant, on doit entamer la 3e. Mais il sera important à l'avenir, pour ceux qui resteront, de savoir quelle est l'importance de la ville de Ngaoundéré pour le Cameroun. Les plateaux de la Damaoua. Après, nous allons monter dans le nord pour parler maintenant de l'endroit où se passe l'élection au Cameroun et de parler à ces populations-là. Avant de revenir, on va aller à l'est. On ira à l'est. On viendra au centre. On ira dans le littoral. On a le temps jusqu'en 2025. Donc, moi, je vous remercie pour ce week-end. Vraiment, la moralité pour la sensibilisation du changement passe aussi sur ce message que je lance aux chefs traditionnels camerounais de commencer à enlever les pouvoirs qu'ils ont donnés à Paul Biya. Nous, on ne veut pas que ces pouvoirs, comme vous voulez qu'il aille mourir au pouvoir, que ces pouvoirs viennent rester chez nous. Voilà ce que nous on dit. Enlevez vos pouvoirs pour nous permettre un changement naturel. Et bon courage à tous mes frères et à toutes mes sœurs de l'Ouest pour sensibiliser la partie qui n'est pas infectée par ceux qui veulent le maintien à tout prix au pouvoir, parce que sans le dire, le pouvoir leur permet de mieux vivre. Bon courage à tous nos frères de l'Ouest qui doivent s'occuper de sensibiliser ceux qui n'ont même pas accès à l'information. À leur dire, inscrivez-vous. Nous, on va combattre ceux qui profitent pour que vous aussi, vous puissiez profiter.
je vous souhaite à tous un bon week-end. Euh, je dis simplement à tous mes frères que ne faisons pas de notre sensibilisation une question de personnes. Vraiment, tout le monde peut sensibiliser à son échelle. Tout le monde doit sensibiliser à son échelle. Hein. Nous nous sommes suivis de manière ponctuelle dans certaines zones parce que les gens veulent voir quel est notre positionnement. Et nous avançons dans le même état d'esprit. Mais chacun a sa raison du changement. Chacun se fait sa raison. C'est la convergence de toutes ces raisons-là qui permettent le changement. C'est la convergence. Nous autres, nous avons un certain âge. C'est pour ça que nous pouvons remonter certaines histoires de très loin. Moi, je vous raconterai des histoires pendant la sensibilisation qui ont 30 ans d'âge, mais qui se retrouvent à être d'actualité aujourd'hui. Parce que les choses se répètent, s'aggravent même. Donc, nous faisons ce que nous pouvons. Beaucoup se disent que non, tu vas finir par demander pardon. Parce que j'ai dit, franchement, demander pardon, quel est le crime que je commets? À sensibiliser, à dénoncer. Si il faut aller demander pardon parce qu'on dénonce que quelqu'un a volé ou quelqu'un a pris sans permission, ça n'a plus de sens à mon niveau. Pour moi, ça n'a plus de sens. Donc, je reste focus sur mon envie de voir les choses changer. Quitte à renoncer à tout ce qui m'est cher dans la vie, je reste focus à rester sur cette base-là. Je ne vais pas me fourvoyer parce que on va me dire non, laisse les choses passer, pense à ça. Je ne pense à rien. Moi, la seule chose à laquelle je pense, c'est au changement. Et une fois que les choses auront changé, les gens verront naturellement que l'état d'esprit de tout le monde va changer. Et qu'à ce moment-là, on va se mettre à renouer de nouvelles relations. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end. Nous aurons encore l'occasion de parler de changement. Nous partons de l'Ouest aujourd'hui en disant merci aux populations de l'Ouest et en verrant au fur et à mesure que les choses évoluent, on explique à tout le monde qu'il y avait des choses avant et on va continuer à expliquer. Ça nous donne des raisons de sensibiliser. Donc, bon week-end à vous. Moi, je vous aime tous. Je prends le temps de faire ce que je fais. Et c'est vrai, ce ne sera pas forcément quotidien, parce que j'ai d'autres responsabilités. Mais je m'arrangerai à être là dès que possible. Dès que j'ai quelque chose à dire, je m'arrangerai toujours à être là. Jusqu'à ce que nous, on ait l'impression de faire ce qu'on a à faire. Quand nous serons déjà conscients qu'on a fait notre part, peu importe les résultats, peu importe celui qui sera président, ceux qui profiteront de ce moment-là se souviendront de ce peut-être, et d'ailleurs, on ne demande même pas de récompense. Moi, je ne demande rien. Je dis ce que je pense, pourvu que ça améliore les conditions de vie des gens. Donc, bon week-end à tous, je vous aime et à la prochaine. Vive le Cameroun, vive les Camerounaises et vive les Camerounais.